pouvez nous expliquer en fait dans quelles circonstances vous êtes arrivé dans cette entreprise, la laiterie Nazar? Alors, c'est très simple, puisqu'en fait, il y avait paru une offre d'emploi. J'ai donc envoyé un CV, comme on fait, et puis j'ai été contacté directement par Monsieur Nazar, Monsieur Maurice Nazar, hein, qui lui m'a fait venir, qui était accompagné de Hélène Nazar au bureau, qui m'a fait venir lors d'un entretien, qui a examiné mon CV. On a pu parcourir un petit peu toutes les différentes expériences professionnelles que j'avais eues auparavant. Et très rapidement, Monsieur Nazar m'a demandé à l'époque, ce qui m'a fait... Enfin, j'étais assez surpris et à la fois ça m'a fait sourire, puisqu'il m'a demandé directement si j'avais une tenue de travail. Il m'a dit tout simplement, bah, écoutez, dès le début de la semaine prochaine, si ça vous va, moi vous m'allez. Donc j'ai commencé dans ces conditions-là. Et j'ai commencé au sein du service maintenance, qui était géré à l'époque par Monsieur Roland Clément. J'ai intégré donc la partie maintenance principalement dans le domaine de l'électricité. Qu'est-ce que du coup, vous aviez quel âge À l'époque, j'avais 25 ans. 25 Je ans. suis arrivé en novembre 1995 et donc arrêté en même temps que la liquidation de la laiterie, c'est-à-dire fin 2005, même un peu début 2006, parce que j'ai fait partie des derniers salariés pour démanteler tous les réseaux, notamment le gaz et tout ce qui était partie électrique, pour que le site ne soit pas dangereux pour le démontage qui était prévu. Avant ce premier entretien en fait, avec Maurice Nazar et Hélène Nazar, qu'est-ce que vous saviez la laiterie Nazar? Bon, les Trinazar, c'était aussi, moi dans ma famille, j'avais mon grand-père qui était agriculteur sur la région de Mézières-sur-Couesnon. Donc moi, tout gamin, je voyais les camions arriver pour chercher les pots de lait, puisqu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Les citernes sont arrivées avec le système d'aspiration dans les tanks à lait bien plus tard, mais c'est comme ça que j'ai connu la laiterie Nazar. Et en même temps, les différents produits, c'est-à-dire le beurre principalement, et les yaourts Nazar, qui à l'époque faisaient partie de notre vie quotidienne, puisque aussi bien mes grands-parents que mes parents, qui habitaient Fougères, achetaient ces produits. Ouais, donc c'était en fait c'était une entreprise qui faisait partie du décor, on va dire. Ah bah complètement, hein. Sur Fougères, c'était réellement une entreprise familiale qui vendait tous ses produits sur un petit rayon autour de Fougères. Et tout le monde, enfin de toutes les personnes que je connais aujourd'hui, ça nous arrive d'en reparler. Ah bah oui, on se souvient bien du beurre, on se souvient bien du fromage, on se souvient bien des yaourts Nazar. Ça c'est vrai, c'est clair qu'autour de Fougères, tout le monde se souvient de la laiterie Nazar. Et monsieur donc, Maurice Nazar, Oui. il avait quelle réputation? Est-ce que c'était un nom qui vous évoquait quelque chose Ah ou... bah déjà que Monsieur Nazar, c'était plutôt une personne assez impressionnante de par sa taille et de sa voix. C'est plutôt quelqu'un qui au premier abord, paraissait quelqu'un de très posé, mais qui à la fois réfléchissait beaucoup. Hein, c'est pas quelqu'un qui était forcément très très expressif, mais qui, lorsqu'on avait gagné sa confiance, c'était quelqu'un qui vous voyait dans la cour, qui appelait tous ses salariés par le prénom, il connaissait tous les prénoms de ses salariés. C'était vraiment quelqu'un, c'était le père de famille de l'entreprise, et c'était quelqu'un aussi qui, chaque matin, chaque après-midi, venait faire son tour dans l'entreprise pour voir si tout se passait bien, tout en disant bonjour à tout le monde. C'était vraiment quelqu'un de très fraternel. Euh, et alors vous, comment vous l'avez senti là? Parce que quand même, un entretien d'embauche, c'est toujours un peu Bah stressant. oui, oui, c'est clair. Surtout quand on voit Monsieur Maurice Lazare pour la première fois, c'est clair que c'est assez impressionnant. Mais j'ai été aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, assez surpris de sa décision rapide de me faire confiance, hein, puisque faut quand même faire confiance. On touche quand même à des éléments de production qui sont déjà très importants pour l'entreprise, qu'on ne doit pas mettre en panne, qu'on doit surveiller pour générer une fabrication digne du nom, donc avec du matériel qui a un certain coût. Et quand on voit un jeune de 25 ans arriver qui va manœuvrer certains outils de travail, il faut quand même avoir confiance en la personne à qui on propose ce genre de travail, sans quoi on va vite à la catastrophe. Donc vous arrivez au milieu des années 90, l'entreprise telle que Maurice Nazar l'a récupérée en 1953 a évolué, mais
dans un lieu, un espace qui est relativement exigu pour développer de manière industrielle une activité. Vous avez perçu ça rapidement quand même, cette problématique un peu de... Pas, pas dès le départ, hein. Lors de ma première visite du site, moi j'ai trouvé plutôt le site assez impressionnant parce que effectivement ça paraissait exigu. Ce qui était exigu, c'était plutôt le côté transport, camion, entrée, sortie des camions. Mais néanmoins, on avait quand même des ateliers qui étaient assez conséquents en taille, et je ne m'attendais pas à voir autant d'ateliers. Je voyais ça beaucoup plus petit. Donc, et puis c'est une laiterie qui s'est fabriquée au fur et à mesure. Donc déjà, avant d'apprendre comment fonctionne une laiterie, de connaître tous les moyens de production, de savoir où se trouve l'électricité, où se trouvent les réseaux gaz, où se retrouvent les réseaux vapeur, déjà on passe pas mal de temps déjà à s'imprégner du site. Et c'est que seulement après qu'effectivement, au bout de, je dirais, parce que moi j'ai mis, oui, 1 an et demi à peu près à être quelqu'un qui est, enfin, à me sentir assez confortable pour intervenir seul, puisque dans la maintenance, je faisais partie de l'équipe de la maintenance, donc il y avait aussi des anciens de la maintenance qui ont connu, c'est des gens qui ont commencé leur, je dirais, leur carrière autour des années 60, donc qui ont qui ont vu l'entreprise grandir et qui étaient là lors de la construction et de l'installation des différents éléments. Donc moi j'étais assez confortable au bout d'1 an et demi, mais avant ces 1 an et demi, j'étais aussi pas mal conseillé par l'équipe maintenant, ce qui était relativement sympa. C'est, je dis, c'était franchement une famille, quoi. C'est voilà, les gens nous apprenaient au fur et à mesure. Quand on arrive jeune dans un outil comme ça, si on vous explique rien, c'est très très vite très compliqué. Et puis, lorsqu'on je disais, il y a des outils de travail de production comme par exemple des machines comme le concentrateur, qui sont des choses que moi je ne connaissais pas. Ce sont des éléments très importants dans une laiterie. Un concentrateur qui tombe en panne, c'est une catastrophe, ce qui veut dire qu'on ne peut quasiment plus recevoir de lait et le traiter à l'instant T. Donc ce sont des choses sur lesquelles on m'a beaucoup conseillé, et après ça, c'est venu au fur et à mesure, et c'est seulement après que je me suis aperçu qu'effectivement, c'était un peu compliqué pour développer d'autres activités compte tenu du site dans lequel nous nous trouvions. Quand vous êtes arrivé chez Nazar, il y avait combien de personnes qui travaillaient encore? Quand je suis arrivé chez Nazar, de mémoire, nous devions être, j'ai un doute, entre 140, je crois, et 120 personnes. Alors, l'ambiance, comment vous la sentez? Quand vous arrivez, vous vous dites... Ah bah, j'ai tout de suite été mis au fait, hein. Les gens de la maintenance déjà étaient contents de voir un jeune arriver, puisque j'étais un des premiers jeunes à arriver. Ça voulait dire aussi que bah, certaines personnes concevaient leur retraite en voyant un jeune arriver. On se dit, bon, ben, au moins nous, on va pouvoir partir en retraite. Et ils voyaient que aussi la famille Nazar avait une véritable volonté de renouveler le personnel de la maintenance, tout en confiant ce jeune à la maintenance pendant un certain temps, avant qu'il puisse travailler indépendamment, quoi. Alors, cette entreprise, elle avait, comme d'autres peut-être qui dataient de cette époque-là, elle avait une particularité, c'est que la famille Nazar, donc propriétaire de l'établissement et dirigeait cette laiterie, vivait au cœur même de l'entreprise. Tout à fait. Vous avez des souvenirs un peu de ça, de cette espèce de mélange en fait Ah bah oui, j'ai des souvenirs. Le matin de bonne heure, il n'était pas rare de voir la fenêtre de la chambre de Monsieur Nazar ouverte, et même le soir très tard, puisque en fait, il aimait, je pense, entendre les différents ateliers de production. Il avait l'oreille assez fine, savait certainement de sa chambre le matin de bonne heure si le concentrateur avait bien démarré, si l'extrusion avait bien démarré, ce genre de choses. Et puis il était aussi, surtout, je pense aussi, assez inquiet et à la fois content lorsque son dernier camion de ramassage rentrait le soir. Donc, bon, il s'inquiétait tout le temps, c'était en permanence, hein. Ce sont des gens qui ont vécu toute leur vie dans l'usine. est-ce qu'il y avait en fait le personnel, comment le personnel se comportait, sachant que dans la même bâtisse, il y avait une partie bureau. À l'étage, il y avait le bureau de la direction, on va dire. Et puis il y avait la cantine aussi. Comment en fait ça fonctionnait? Est-ce qu'il y avait quand même des horaires où il ne fallait pas entrer
à l'étage? Ah, pas du tout, pas du tout, hein. Les gens se sentaient comme chez eux, hein. Les gens allaient à la cantine, il n'était pas rare de voir Monsieur Nazar parcourir la cuisine, ou Madame Nazar, ou Hélène Nazar, ou Jean Nazar. La famille Nazar faisait partie je dirais, des salariés de l'entreprise. Tout le monde ne faisait qu'un, quoi. On n'avait pas de restrictions. Moi, il m'arrivait régulièrement pour des petits problèmes X ou Y d'arriver en cuisine ou de partir dans le salon où il y avait un souci d'électricité, par exemple. Monsieur Nazar était là, c'était vraiment pas un problème. Pas du tout. Et c'était surtout aussi l'occasion de discuter avec lui. Il n'avait pas toujours le temps de le faire, mais au moins, comme je vous disais, il dit bonjour à tout le monde. Il n'était pas rare non plus de le voir dans les... On avait des toilettes pour les salariés. Je crois que même... Enfin, c'est moi qui dis ça, mais je l'ai rencontré plusieurs fois dans les toilettes. Et je me plais à croire qu'il s'y plaisait mieux que dans les toilettes chez lui. Euh, donc c'était, on va dire, Monsieur Nazar, c'était quelqu'un qui venait un peu de comment dire, de cet esprit du patronat chrétien, euh, soucieux quand même de l'être humain en fait dans son entreprise, des fois peut-être plus soucieux des autres que de lui-même. Comment vous le voyez, vous, avec le recul, dans son... Aujourd'hui, on dirait dans son management, quoi. Comment ça fonctionnait, ça, chez lui? Mais en fait, je pense, enfin, c'est certain, c'était quelqu'un qui était très très près de ses salariés. Hein, il y a eu des salariés qui ont eu des soucis de famille, des soucis de santé. C'est quelqu'un qui s'inquiétait toujours de savoir comment ça allait, si les choses se passaient bien. C'est quelqu'un qui aidait aussi les gens si une personne était absente pour une raison X ou Y. Il n'était pas rare en fait, il communiquait avec cette personne-là pour qu'elle revienne le plus vite possible et en discuter avec lui. Donc, non, c'était vraiment quelqu'un de très social, hein, puisqu'il c'était sa famille, hein. C'était son entreprise, mais aussi sa famille. Et je pense qu'il était conscient que sa famille, qui était dans l'entreprise, était là et grâce aussi à cette famille-là, produisait comme bon va, quoi. C'est-à-dire que Monsieur Nazar, lui, c'était soucieux toujours de voir rentrer son lait, de voir repartir son lait transformé, tout en étant dans une bonne ambiance et que tout le monde se porte bien. Vous, votre boulot, c'était de faire en sorte que l'outil industriel fonctionne Tout à fait. sans interruption, comme vous l'avez décrit. Voilà. Euh, il y avait des points chauds un peu dans les installations. Il y avait des secteurs où vous disiez là, il y aurait des investissements réalisés. On a fait quelques améliorations avec Jean Nazar, mais c'était des améliorations sur des nouveaux produits, où il fallait trouver des solutions techniques pour avoir des produits plus stables. Je pense notamment à tout ce qui était caséinate. Au niveau du beurre, il a été également fait des améliorations, hein, au niveau des barattes. On a pu faire un certain nombre de choses je dirais, au niveau de la production, qui permettaient de pouvoir vendre un beurre là où on ne pouvait pas le vendre auparavant, et qui permettaient également de faire de la recherche sur des produits à venir. Mais des points chauds, oui, il en existe toujours. Mais en maintenance, quand vous êtes dans la maintenance dans une laiterie, comme on dit, une vache ne va pas s'arrêter de faire du lait le 25 décembre, ni le 1er janvier. Il faut être là tous les jours. On avait un service maintenance qui était là de nuit, sur appel téléphonique et également le week-end. Donc les points chauds, oui, comme je vous disais aussi tout à l'heure, le concentrateur lorsque c'était en panne ou une écrémeuse quand elle était en panne, ça veut dire tout simplement que le lait ne peut pas être transformé. Donc les chauffeurs routiers qui partent chercher le lait, lorsqu'ils reviennent à la laiterie, il faut être capable de pouvoir le mettre dans ce qu'on appelle des tanks à lait, c'est-à-dire des réserves de lait, pour être transformé. Donc il faut que ces réserves-là se vident au fur et à mesure que les camions reviennent de tourner de lait. Donc c'était ces éléments-là les plus chauds. Mais bon, en règle générale, ça s'est toujours très très bien passé. Est-ce que vous avez senti, on va dire, la limite du système Nazar qui était quand même baigné dans un esprit d'indépendance en fait. Donc ça posait des problèmes en termes
on l'a dit, enfin, en termes d'espace, mais il y avait aussi des problèmes en termes de financement. Monsieur Nazar, en fait, était un peu seul, quoi, dans son... Oui, parce qu'on n'était pas tout mis au fait non plus de ce genre d'informations. Euh, pour parler avec des gens qui, eux, notamment, je pense à M. Robert Vaxeller, qui lui, s'occupait de la clientèle extérieure, on avait toujours un retour qui nous semblait positif. Hein, aussi bien au niveau caséinate que du beurre, l'entreprise Nazar était connue, et très bien connue, pour la qualité de ses produits. Donc, moi, j'avais pas réellement d'inquiétude sur le sujet. Hein, au jour d'aujourd'hui, on voit le beurre de Baratte qui revient dans le commerce, alors qu'à l'époque, dans les dernières années Nazar, on recherchait plutôt les gros industriels de l'industrie laitière, recherchaient plutôt des beurres très allégés. Et aujourd'hui, bon, ça existe toujours, mais c'était... En fait, on enlevait quelque part le beurre de Baratte, avec sa bonne matière grasse et ses bonnes vraies couleurs, au profit d'un beurre très allégé, c'est-à-dire on a retiré toute la crème, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, on voit le phénomène, moi je le vois en faisant mes courses, hein, tout simplement, on voit le phénomène où le beurre de Baratte revient. Et si vous voulez, à cette époque-là, pour nous, on se dit, bon, on va sûrement améliorer l'outil. Et le dernier outil qui avait été monté, donc à l'entreprise Nazar, c'était l'atelier de maturation de crème, pour pouvoir mieux gérer justement la demande de beurre, on va dire, entre guillemets, allégé. Mais néanmoins, aujourd'hui, je dis, on revient en arrière. C'est un peu des phénomènes de mode ou voilà, ou de santé qui interviennent là-dedans. Et quand je fais mes courses et que je vois du beurre de Baratte de plus en plus dans les étalages, je me dis, l'entreprise Nazar a encore aujourd'hui sa place. Au niveau du produit, en Tout fait, à fait. c'est la proposition. Donc, de par votre fonction au sein de la laiterie, vous étiez amené à passer d'un atelier à un autre. Ah oui, Vous alliez un peu partout, j'imagine. partout, partout. Est-ce qu'il y avait, selon les secteurs, il y avait des ambiances différentes entre les équipes ou il y avait un esprit commun? Ah non, il y avait réellement un esprit commun. Hein. Puisqu'en fait, tous les ateliers sont tous reliés les uns aux autres par des tuyauteries. Hein. Le lait est pompé, ensuite traité et renvoyé dans d'autres ateliers. Donc il y a une interconnexion physique et entre les salariés qui était réelle. Hein. Un gars des écrémeuses allait voir le gars du concentrateur, le concentrateur allait voir l'atelier de caséine, le gars de la caséine allait voir le gars en extrusion, c'est toute une chaîne. Le lait rentre par un bout, ressort à l'autre bout transformé. Donc les gens qui travaillaient dans ces différents ateliers, il y avait une ambiance, bon c'est comme partout, je veux dire, il y a toujours des petits moments un peu tendus, mais globalement, moi j'ai rarement vu des gens s'énerver ou avoir des attitudes un peu bizarres vis-à-vis des autres. Donc voilà, non, c'était réellement l'entreprise familiale, quoi. Au niveau des horaires, à la laiterie, c'était 7 jours sur 7, À 7 sur 7, 365 jours par an. c'est ça. Ça posait des problèmes quand même, je sais pas, par rapport au congé, par rapport à un arrêt maladie, comment est-ce qu'on gère ça dans une entreprise? Ben, en fait, au niveau de... Il y a les personnes qui étaient... Alors, il y avait un atelier et qu'on appelait l'atelier crémeuse, l'atelier beurre, l'atelier... Toutes ces personnes-là, en fait, ont tourné, hein, ont appris les différents postes, ce qui permettait, lorsque quelqu'un était absent, de remettre une personne qui était à l'origine, qui pilotait les écrémeuses, de se retrouver au beurre. On avait aussi des gens qui étaient issus de l'extrusion, qui pouvaient très bien s'adapter à la partie concentrateur. C'était des gens qui avaient été formés en interne par les personnes qui ont piloté ces outils de travail dès le début. Donc non, on n'avait pas réellement de soucis. Au niveau de la maintenance, c'était pareil. Bon nombre, quelqu'un qui était plutôt mécanicien pouvait également faire de l'électricité, et l'électricien, inversement, faisait de la mécanique. On essayait de se partager les savoirs pour justement ne pas se retrouver dans une situation où on n'était pas capable de répondre à un dépannage. Et l'idée, c'était, la maintenance est là pour nous dépanner, d'une part, et puis aussi, ça, c'est arrivé un peu en même temps que je suis arrivé. Monsieur Nazar, c'était un peu sa volonté, c'était de faire un peu de préventif, plus de préventif et plus d'amélioration sur certains outils de production pour avoir un peu moins de casse et ce genre de choses. Donc on y a participé à ça. Madame Nazar, quelle était sa place au sein de l'entreprise? Ah, c'était la patronne, c'était Madame Nazar. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup partager de moments avec elle parce que
C'était une dame qui s'occupait bien de sa cuisine, donc dès qu'il y avait un élément qui n'allait pas dans la cuisine, je le savais rapidement, et il fallait intervenir. En dehors de ça, c'est une dame qui aimait beaucoup faire plaisir, ça c'est absolument certain. Voilà, je vais pas dire, il faisait partie de la famille, c'est difficile à expliquer, c'est pas simple, mais Madame Nazar, ouais, c'était quelqu'un de très sympa, quoi. Oui, jamais de prise de tête, jamais de mots plus haut que l'autre. On savait quand il y avait quelque chose qui allait pas, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui était pas très expressif non plus. Elle souhaitait les choses simples et bien faites, quoi. Il y avait, vu de l'extérieur, vous voyez une complémentarité en fait entre monsieur et madame Nazar au sein là, de l'activité professionnelle, quoi. Madame Nazar s'occupait de la partie jardin, s'occupait aussi de sa partie cuisine, faisait des courses, donc ça c'était plus, je dirais, plus sa partie, et Monsieur Nazar s'occupait des moyens de production. J'imagine bien que tous les deux, le soir, lors de grosses décisions d'investissement, etc., devaient probablement en discuter tous les deux, voire à tous les quatre. Elle devait forcément interagir dans le positionnement des choses, mais voilà, Madame Nazar, non, je pense qu'elle s'occupait plus de cette partie-là, et Monsieur Nazar avait plus sa partie. Moi, je vois ça de ma fenêtre. J'étais pas non plus tout le temps avec eux. Je voyais soit Monsieur Nazar, soit Madame Nazar, rarement les deux en même temps. Vous, par exemple, la partie bureau au rez-de-chaussée, Oui. c'était un endroit que vous fréquentiez ou vous n'étiez pas forcément amené Ah si, n'importe qui. Chaque salarié qui avait une demande n'avait pas, c'est au jour d'aujourd'hui dans la grosse industrie, vous prenez un rendez-vous, c'est le DRH qui prend le rendez-vous avec telle ou telle personne responsable de l'atelier de la production, enfin voilà. Chez Nazar, autant ça se vivait, hein. Monsieur Nazar avait déjà un peu l'idée de l'open space, puisqu'en fait, vous avez visité les locaux. Il y avait le bureau secrétaire où toutes les secrétaires étaient ensemble. Quand quelqu'un entendait une information, tout le monde l'entendait. C'était exactement la même chose au niveau du bureau de l'encadrement. Quelqu'un qui avait besoin soit d'une pièce, soit de joindre quelqu'un de la maintenance, etc., venait sans aucun problème dans ses bureaux et disait ce qu'il avait à dire, tout simplement. Comme ça, tout le monde entendait, tout le monde était au courant de tout. Alors, il y avait peut-être quelque chose qui était volontaire, et puis en même temps, il y avait l'exiguïté des locaux qui faisait que sans doute, de toute façon, il n'y avait pas d'autre possibilité que de mettre tous les cadres ensemble dans le même bureau. Aussi, mais bon, il y avait encore quelques petites places. Il y a eu des aménagements de fait extérieurs en porte-à-cabine, c'est-à-dire des bureaux en préfabriqué. Ça, c'était toujours faisable, hein, voilà. Non, je pense que la volonté, c'était aussi forcément qu'il y avait c'était petit, mais par contre, ils voulaient, je pense, que tout le monde soit au courant de tout. Le responsable de la collecte laitière, s'il y avait un problème en production, était au courant du problème en production. Le responsable maintenance, s'il y avait un problème au niveau du transport, était aussi au courant. La même chose pour M. Vaxeler, qui s'appelait du service commercial, était aussi au courant. Ce qui fait que lorsque vous avez une personne de partie à un endroit pour raison X ou Y, quelqu'un qui voulait rechercher une information, elle allait voir et on connaissait tout de suite l'info, quoi. Quand vous êtes arrivé au sein au niveau de l'environnement familial, en fait, il restait juste les parents Nazar, Hélène et Jean. C'est ça. Vous, de temps en temps, il y avait un des autres enfants qui apparaissait. Ah oui, ça arrivait notamment pour les fêtes de Noël, où la famille Nazar se rassemblait, et également l'été, où les autres enfants venaient voir les parents et sœurs et frères, quoi. On les voyait dans ces conditions-là. Donc pour vous, c'était pas des inconnus? Ah, pas du tout. Voilà. Ah, pas du tout, du tout, du tout. Du tout. Tout le monde se connaissait. La personne qui était aux écrémeuses connaissait tous les enfants Nazar. Il n'y avait que le tout jeune qui arrivait où on leur disait bah ça c'est le frère, ça c'est la sœur, voilà, ça se passait comme ça. Mais au bout de quelques temps, enfin 2-3 ans, la personne connaissait la famille Nazar. Je reviens un peu sur l'aspect, on va dire, gestion sociale. Est-ce que vous, durant votre carrière chez Nazar, vous avez assisté à des licenciements? Alors là, bonne question. Licenciement. Est-ce que j'ai assisté à un licenciement? Si c'est le cas, je m'en souviens pas. Si c'est le cas, je m'en souviens pas. Non, Très franchement, je m'en souviens pas.
situations où un salarié posait à l'évidence un problème, soit d'incompétence, soit des fautes liées à l'alcoolisme, ou je sais pas, vous avez assisté à des situations comme ça un peu, on va dire, problématiques, quoi, J'ai pas assisté ça personnellement. J'en ai entendu, oui. J'ai entendu notamment une personne bon, qui était vieux gars, qui devait habiter, je crois bien, chez ses parents, qui avait un taux d'abstentionnisme assez important. Et j'ai entendu dire que M. Nazar demandait aux responsables du personnel d'aller le rechercher. Et justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, de reparler avec cette personne-là pour le motiver à rester, parce qu'il avait tout simplement du travail, quoi. ouais, donc aujourd'hui, on peut dire que ce mode de gestion du personnel semble un peu révolu. Ah bah c'est préhistorique, forcément, par rapport à aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, la personne s'absente, bon, bah, c'est tout de suite la lettre, c'est tout de suite derrière ce qui va en découler, c'est un licenciement. Non, M. Nazar n'était pas du tout comme ça. Il essayait de comprendre pourquoi cette personne-là, justement, était absente trop souvent et essayait de garder son salarié. Parce qu'il voyait également que si... Enfin, je pense que M. Nazar pensait ça. Il devait se dire, si cette personne-là, je vais pas la rechercher, c'est quelqu'un de fichu, quoi. C'est quelqu'un qui ne saura pas se relever et qui va tomber dans le trou, quoi. C'est Monsieur Nazar, non, non, c'était pas quelqu'un qui lâchait ses salariés comme ça. Alors s'il y a eu des licenciements, moi j'ai jamais assisté à ça, ou alors c'est ma mémoire qui fait défaut, mais je ne vois pas ça, non. Vous avez forcément assisté durant ces 10 années de travail chez Nazar à des installations de matériel, chaudière, je sais pas, Oui. vous avez des souvenirs particuliers par rapport à ça? Ben, en fait, moi, l'outil de production, c'était plutôt des petites choses qu'on rajoutait aux outils de production. Les outils de production étaient déjà là bien avant moi. Il y a eu de l'amélioratif de fait dessus, comme je disais, d'un point de vue qualitatif des produits finis. Et la dernière chose, oui, que j'ai vue, puisque j'étais responsable à l'époque de l'atelier de maturation, donc où la famille Nazar a décidé de créer un atelier de maturation, comme ça se fait aujourd'hui, pour gagner en qualité de beurre. Donc c'est moi qui ai mené cette affaire-là les dernières années, mais malheureusement, c'est un outil qui était prêt au moment où la liquidation a été prononcée. On avait réussi à faire quelques essais, mais on n'a jamais réellement profité de cet outil-là. Vous n'avez pas assisté à des moments où il fallait ouvrir des toitures, Ah non, alors détruire un mur ça, trop jeune. Moi, trop jeune. C'est les anciens qui ont connu ça, où effectivement, il fallait enlever, pour passer une chaudière, je vois où vous voulez en venir. Ils avaient acheté, la famille Nazar avait acheté une grosse chaudière, et malheureusement, la chaudière passait pas par la porte de la cour, donc du coup, ils ont été effectivement obligés de faire appel à un maçon, et enlever le toit aussi du bâtiment pour pouvoir déposer en lieu et place la chaudière. Mais ça, ce sont des choses que moi, j'ai jamais vécues. la, la mort de Monsieur Nazar, elle était complètement... enfin, personne ne l'avait vraiment prévu. Ah bien non, ça... Quel souvenir de cet épisode? En fait, le souvenir, c'est... moi, comme on en parlait tout à l'heure, je suis arrivé dans les bureaux du bas et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave qui arrivait. Puisque j'entendais Hélène et Madame Nazar pleurer, donc du coup je me suis dit là il y a un gros problème. Et Monsieur Nazar c'était quelqu'un qui aimait marcher, donc il était parti faire sa balade comme chaque après-midi. Et tout de suite je me suis rapproché du bureau des cadres et c'est là qu'on m'a appris la mauvaise nouvelle, quoi. Donc effectivement là, vous le voyez 2 heures avant et puis 2 heures après vous apprenez son décès, quoi. Donc là tout le monde... C'était, comment vous expliquer une ambiance comme ça, tout le monde était un peu abasourdi de la nouvelle. Et d'ailleurs, à ces obsèques, la laiterie a été complètement arrêtée. Moi, j'avais jamais entendu la laiterie arrêtée. On a toujours un bruit de fond d'une machine qui tourne, ce genre de choses. Donc on s'est tous réunis dans la cour et, pour encadrer la famille Nazar, et au complet d'ailleurs. Et donc du coup, oui, c'est là l'étonnement. Plus un bruit dans l'usine,
bon nombre de personnes qui l'ont mieux connu que moi. Monsieur Nazar était, il comprenait pas trop ce qui arrivait, quoi. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, Monsieur Nazar est parti, c'était le patron. Bon, on s'est dit, heureusement, Hélène et Jean sont encore là. Donc, ça va continuer, parce qu'on se pose toujours aussi ces questions, hormis le fait qu'on on avait perdu Monsieur Nazar. Le lendemain de ses obsèques, malgré tout, la laiterie a redémarré. Tout à fait. Bon, je pense que ça aurait été sa volonté. Hein. Et je pense que même lui, il aurait dit, je pense qu'il aurait dit du genre, c'est pas parce que ça arrive qu'il faut arrêter la laiterie. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, il avait déjà commencé un peu à passer le flambeau de la direction de l'entreprise à ses deux enfants? Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, je pense, oui. Oui. Mais pour vous, en tant que salarié de l'entreprise, c'était clair que la transmission s'était déjà opérée ou c'était... Oui, ça se faisait au coup par coup. Hélène et Jean étaient des gens qui avaient la décision, qui, à un moment donné, s'il fallait faire un choix, prenaient décision déjà. Forcément en parlant avec Monsieur Nazar. Mais Monsieur Nazar, oui, il était clair que pour lui, Jean devait s'occuper de l'entreprise, accompagné d'Hélène, quoi. Ça, c'est clair et net. Hein. Est-ce que vous avez senti la fin arriver? Comment ça s'est passé dans votre esprit, cette fin de Alors, très surpris, puisque c'était en fin de journée, et j'ai appris que Hélène avait reçu un fax des établissements bancaires, puisqu'en fait, une laiterie ne peut pas tourner sans banque, hein, pour ce qu'on appelle la paye du lait. Et une des banques avait envoyé un fax à l'époque. Hein, c'était le balbutiement de tout ce qui était email, etc. Ça commençait seulement. Et donc Hélène reçoit un fax lui indiquant que la banque arrêtait son partenariat. Donc restant plus qu'une seule banque. Le but était de retrouver un autre établissement banquier qui était capable de remplacer celui qui s'en allait. Et je pense que le deuxième, sachant que le premier était parti, a dû dire moi je m'en vais aussi. Donc ce qui a précipité les événements. Mais ça, c'est franchement quelque chose que j'ai pas vu venir. Et encore une fois, très surpris, quoi. En parlant avec d'autres collègues, on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais c'était pourtant une réalité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après, on était allé en ville, on a essayé de faire changer d'avis les banques, mais en se déplaçant. Mais voilà, clairement, la décision a été prise. Alors, à quel niveau, j'en sais absolument rien. Ça, j'étais pas dans ces confidences-là. Mais on a été, oui, je pense, abandonné par le système bancaire. Alors que la laiterie Nazar, visiblement, se portait bien financièrement. Il y a pratiquement 15 années qui sont écoulées depuis. Vous, comment vous revoyez cet épisode-là avec le recul, avec ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y avait seulement l'intérêt financier des banques? Est-ce qu'il y avait un autre faisceau d'intérêt derrière? Enfin, voilà, on a l'impression quand même que cette fin des établissements Nazar a été un petit peu programmée, quoi. C'est ce que je pense aussi. Maintenant, j'en suis absolument pas certain. Je fais pas partie. J'ai pas inventé des choses que je ne sais pas. Maintenant, ça a été le sentiment de tout le monde. Le sentiment de tout le monde, c'est clairement qu'on avait été abandonné par les banques. C'était pas, on se doutait qu'il y avait le côté exigu qui pouvait peut-être faire peur pour un éventuel développement, mais la laiterie Nazar avait quand même des bons produits de base, des bases sur lesquelles Nazar était très connu. Donc de l'amélioration, on pouvait toujours en faire, sans pour autant, je dirais, s'étendre sur des superficies comme on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'industrie laitière, c'est composé essentiellement de grands groupes, avec des sites industriels qui se trouvent, oui, en pleine campagne, non pas en centre-ville. Il y avait le côté, il reste encore des laiteries en France, en ville, avec d'autres sites aussi, oui, tout à fait. Mais comment dirais-je, pour conclure là-dessus, oui, nous, franchement, c'était, j'ai même entendu parler certaines personnes, oh là là, ça doit certainement être
un concurrent qui veut appuyer pour que Nazar disparaisse, pour récupérer sa collecte laitière. Parce qu'il n'était pas rare d'entendre à cette époque-là que la collecte laitière, en termes de qualité et sur le rayon d'action où on allait, puisqu'en fait on avait un tout petit rayon et beaucoup de clients, et ces clients faisaient du lait qualitatif, donc on avait une des meilleures collectes laitières de France. Ça, je l'ai déjà entendu, mais j'étais pas non plus dans ce métier, j'étais dans le métier de la maintenance, mais ce sont des choses qu'on a entendues. Donc une collecte qui est, entre guillemets, la meilleure de France, il est tout à fait probable et louable de comprendre que ça puisse intéresser d'autres groupes de l'industrie laitière. Donc on a entendu ce genre de choses. Alors après, vrai, pas vrai, c'est pas mon travail, c'est pas à moi de dire ce genre de choses, mais effectivement, ce sont des choses qui ont été évoquées au sein du personnel de la laiterie. Donc le personnel, vous disiez, a essayé de faire pression sur les banques. De quelle manière en fait, ça s'est passé? Une manifestation, on a organisé une manifestation, tout le monde, toutes les personnes qui étaient aptes à y aller, tout en faisant tourner la laiterie. La laiterie s'est pas arrêtée pour le moins. Voilà, on s'est réunis et on est allé faire une petite manifestation qui était tout à fait sympathique, voilà, mais aller faire comprendre notre mécontentement devant les banques, et essayer de les faire réagir, comme on voit aujourd'hui, dans les journaux, comme on voit aujourd'hui à la télé. On a fait ce genre de choses, mais qui n'a strictement rien donné comme résultat. Et alors l'annonce de cette mauvaise nouvelle, comment elle a été ressentie au niveau de Fougères? Je parle là de la ville, des habitants, qui étaient aussi des consommateurs des produits Nazar, quoi. Bien sûr, en règle générale, moi, tout ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu, ce sont des gens qui me parlaient à moi, sachant que je faisais partie de la laiterie Nazar, disaient quel dommage de perdre une entreprise comme ça. C'est pas possible, comment que c'est possible, expliquez-nous pourquoi c'est arrivé, comment que ça se fait que c'est arrivé. Donc, quand on est salarié, qu'on n'est pas au courant je dirais, de tout ce qui se passe au niveau des banques, etc., c'est un peu particulier, on ne comprenait pas trop, on trouvait ça surtout que c'était injuste, quoi, l'injustice. Surtout pour quelqu'un comme moi qui était plus jeune, c'était c'était la cata parce que moi je m'y plaisais bien, j'aimais ce que je faisais. Maintenant, j'avais encore l'âge de pouvoir rebondir sur certaines personnes qui étaient près de la retraite, qui étaient à une dizaine d'années de la retraite. Il faut pouvoir aujourd'hui se recycler, il faut pouvoir retrouver du travail. Et puis aujourd'hui, on le sait tous, lorsqu'on arrive à 50 ans, vous vous retrouvez au chômage, eh bien en fait, vous faites partie déjà des vieux. Donc ça a été compliqué. Il y a eu des gens qui ont même mis fin à leur jour. C'est arrivé chez Nazar, malheureusement. Et j'en connaissais un très très bien. Et c'est des gens qui ont très très mal vécu l'arrêt de la laiterie Nazar. Ça, c'est clair. Et l'ensemble de Fougères aussi. On les a vus sur les journaux. C'était assez mal perçu, quoi. Comment vous avez vu, comment vous avez senti la réaction en fait des héritiers Nazar, enfin j'entends Hélène et Jean. Ah bah catastrophé. Catastrophé de voir l'outil de travail partir. Catastrophé. Hélène, même moi, mais Hélène, par exemple, ou Jean, c'est la même chose finalement, de voir déjà s'arrêter la laiterie Nazar, déjà catastrophique. Et je crois que le pire pour eux, comme nous dans la maintenance, les gens de la maintenance, c'est de voir, parce qu'en fait, tout ce qui était, toutes les personnes qui étaient liées à la production sont parties dès qu'on nous a demandé de partir, c'est-à-dire tout début d'année, fin de mois, c'était le fin de mois de décembre, si je me trompe pas. Et, ces gens n'ont pas revu ensuite la laiterie démantelée, c'est-à-dire démontée. Tous les éléments de production étaient vendus aux enchères, j'y ai assisté. Donc ça, terrible moment pour Jean, terrible moment pour moi, pour Hélène, c'était exactement la même chose. Et de revisiter une laiterie qui était remplie de machines, de moyens de production qui se retrouvent du jour au lendemain totalement vide, c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Vous avez accompagné en fait Tout à fait. cette liquidation en fait. Complètement. Ouais. Donc il y avait au niveau de l'outil industriel, il y a une partie du matériel qui a été vendue aux enchères, Oui. et puis il y a une partie qui reste toujours. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Je sais pas moi, les canalisations, les tuyaux, c'est des choses qui se vendent pas forcément.
Ah non, non, il y a eu tout ce qui était canalisation, il y a eu beaucoup de mise entre guillemets à la ferraille, hein, ça c'est clair, et tous les gros moyens de production ont été vendus. Mais tout a été, je veux dire, démantelé, hein. Au jour d'aujourd'hui, les réseaux, tout ce qui était réseaux électriques, les transformateurs sont partis, tout est parti, hein. Donc aujourd'hui, comme je disais, ce qui fait drôle, c'est de retourner dans cette usine et de voir enfin, de voir ça vide. C'est quelque chose que que vous continuez à faire, y retourner? Ah oui, régulièrement, parce que, enfin régulièrement, peut-être une fois, deux fois dans l'année, j'ai gardé des rapports avec Hélène, qui est principalement sur Fougères, donc il m'est arrivé, suite à une chute d'arbre sur le site, d'aller voir, de conseiller un peu Hélène et d'aider un peu Hélène par rapport à ça. Donc oui, on se voit et j'y retourne, oui. Est-ce que vous retournez dans les ateliers? Ah oui, 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 ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Et donc ça vous fait quoi aujourd'hui? Bah, ça fait bizarre. Maintenant, je dirais que plus je vais vieillir et plus je vais y aller, moins ça fait bizarre parce qu'on s'y fait. C'est surtout les premières années. Une laiterie, ça fait toujours du bruit. Toujours, toujours, toujours. Vous avez toujours un petit bruit plus ou moins important. Et les premières fois où ça a été démantelé, c'était ça, cette absence de bruit. Il y a plus rien. Ça fait particulièrement bizarre. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernier jour au sein des établissements Mazars, donc mandaté par la liquidatrice? Oui, Votre mission s'arrête et oui. vous vous dites, ben là, voilà, je quitte l'entreprise Et c'est terminé. ouais. Oui. Qu'est-ce qui traverse votre esprit ce jour-là? Bah, ce qui traverse l'esprit, c'est déjà de pouvoir, moi aussi, rebondir, puisque, voilà, hein, quand on a 35 ans, c'est parce que je suis resté 10 ans, donc quand on a 35 ans, c'est le moment d'agir et très vite. Et je savais de toute manière que j'allais revenir voir Jean, que j'allais revoir Hélène. C'est pas comme si on quittait l'endroit, qu'on déménageait de région. C'est des gens que j'étais amené à revoir. Donc voilà, je me préoccupais aussi surtout de mon avenir, quoi. Parce qu'il fallait agir et vite. Donc par la suite, vous avez monté votre entreprise. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réinvesti l'esprit Nazar dans votre activité professionnelle actuelle? C'est pas tout à fait la même chose. Euh, Comment vous dire? Une entreprise, moi j'ai commencé, donc j'ai monté mon entreprise d'électricité et plomberie ensuite. Je suis resté quand même 10 ans seul. Euh, J'étais donc à profil plus industriel. Après ça, j'ai eu la chance en travaillant de me faire connaître un peu plus, donc ce qui m'a permis de pouvoir embaucher des salariés. Mais dans le bâtiment, ça se passe pas tout à fait comme dans l'industrie laitière. On est chacun sur son chantier. Bon, je garde toujours cet aspect-là. Par exemple, chez Nazar, le matin, c'était la prise de café au service maintenance. Nous, ici, avec les gars, c'est tous les matins, 8h moins le quart, on est au café. C'est le moment aussi de discuter de ce qui sera fait dans la journée, de savoir s'ils ont eu des problèmes la veille au soir, avant de quitter le travail. Sachant que, bon, aujourd'hui, comme on dit, on est chacun de son côté sur des chantiers où on peut tous se retrouver sur le même chantier. Quand on est chacun sur son chantier, moi, mon travail consiste à les appeler ou à m'appeler lorsqu'ils rencontrent un souci. C'est pas tout à fait la même façon de voir les choses dans le bâtiment que dans l'industrie. Mais j'essaie aussi d'être très proche, je pense que ça serait là. Mais finalement, moi, j'ai mon père à moi qui avait aussi son entreprise, qui était un peu comme Nazar. Donc je pense que j'ai hérité un peu de ce genre de choses aussi. Euh, après la fermeture de Nazar, on va dire il y avait deux volets. Il y avait le volet personnel de l'entreprise et puis il y avait le volet producteur en fait. Est-ce que vous avez gardé des liens avec, enfin pas forcément professionnels, mais à titre familial ou je sais pas, est-ce que vous étiez en contact avec des producteurs qui étaient ramassés par Nazar? Non, j'ai pas. Non, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, nous, on avait un système de garde le week-end où dans le service maintenance, on avait une personne qui était responsable de tout le matériel froid, frigorifique, qui était installé chez les producteurs. Donc c'est surtout dans la semaine, c'est surtout cette personne-là
qui avait des rapports avec les producteurs. Moi, le rapport, j'en avais aussi, comme d'autres gars de la maintenance, puisqu'en fait, on montait un week-end sur 4. Donc le samedi comme le dimanche, le temps qu'allait, le refroidisseur de lait, lorsqu'il tombait en panne, bien, on était amené à prendre le camion de dépannage et aller dépanner l'agriculteur. Donc ça, j'ai connu des agriculteurs, mais bon, des agriculteurs n'allaient pas tout le temps chez le même non plus. Ça voulait dire aussi que ça marchait pas mal, parce que sans quoi, ça voudrait dire qu'on faisait du mauvais travail chez lui lorsqu'il y avait une panne. J'ai été amené à en rencontrer beaucoup, mais que j'ai jamais revu, puisque c'était très épisodique, c'était un samedi sur 4. Et heureusement pour nous, on n'avait pas tout le temps des pannes non plus tous les samedis. C'était surtout la personne qui avait en charge ce poste qui connaissait donc les producteurs. Vous, donc vous aviez 35 ans, vous étiez loin d'avoir fini votre parcours professionnel. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge quand même beaucoup chez Nazar, c'est que voilà, l'entreprise est fermée depuis 15 ans et il y a, même si ce n'est pas beaucoup de personnes, il y a des personnes qui, tous les mercredis, enfin je pense que vous êtes au courant, Oui. continuent de se voir pour aller, alors les femmes plutôt pour aller faire une balade en forêt ou sur la voie verte, je sais pas. Et puis les hommes, pour donner un coup de main au jardin, il y en a un qui s'occupe des salades, l'autre... Qu'est-ce que vous pensez de ça avec le recul? Vous dites c'est... Il y a manifestement un manque chez certaines personnes. Vous avez des gens, moi, il n'était pas rare de voir chez Nazar des gens qui partaient à la retraite avec 40, 42, 43, 44 ans de carrière chez Nazar, qui avaient fait toute leur carrière chez Nazar. Finalement, lorsque on regarde bien cette chose-là, on se dit, mais ces gens-là vivaient plus avec des collègues de travail qu'ils ne vivaient avec leur femme ou leur famille chez eux, vu le temps passé et les années passées. Donc, lorsque les gens s'entendaient bien, ce que je vous disais, les gens s'entendaient très bien chez Nazar. Donc, ces gens-là, du jour au lendemain, se quitter, ben non, c'était pas possible. Il y avait un manque aussi de revoir les collègues de travail, de se réunir à nouveau, même si à chaque fois, on n'était pas forcément toujours d'accord. Mais ça, on vit ça aussi dans chaque vie. La vie privée des gens, c'est ça aussi. Donc, moi, ça m'a pas trop étonné, ce genre de choses. J'ai même dit, c'est logique, quoi. Ça vous est arrivé de retourner chez Hélène à l'occasion d'un repas? Ah oui, 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 oui. J'ai été aussi plein de fois invité, mais je peux pas toujours y aller parce que, en règle générale, les gens qui font ça sont aussi des gens qui sont à la retraite, donc ont plus quand même de temps que moi. Mais il m'est arrivé, oui, effectivement, d'être invité à un apéritif, d'être invité au café, voilà, notamment pour les périodes de Noël ou les grandes vacances, pour profiter aussi un peu du jardin pendant l'été ou ce genre de choses. Ouais. Alors justement, peut-être pour finir notre conversation, ce jardin quand même, cette entreprise, on va dire, elle était installée dans un décor qui est assez exceptionnel en fait, avec ce jardin potager. Vous gardiez conscience en fait de l'environnement quand vous étiez au boulot chez Nazar? C'était devenu une habitude. Au tout départ, ça peut paraître très bizarre lorsqu'on voit la taille du jardin et puis la façon dont il était entretenu. On se dit, mais c'est bon sang, c'est pas possible en ville, à côté. C'est quand même dingue de voir ça. Et puis, à la fois, ben, on trouve ça très bien. Et puis, au fur et à mesure, bien, c'est un peu comme le gars qui habite en face de la Tour Eiffel. Tous les matins, il se réveille, il voit la Tour Eiffel. Au bout d'un moment, il la voit plus. Parce qu'il est tellement habitué à faire ses déplacements, il fait plus attention dans l'endroit où il se trouve. Donc, c'est vrai que moi, de temps en temps, je perdais de vue ça. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a plus il n'y a plus de laiterie, qu'il n'y a plus de moyens de production, lorsque j'y vais et que c'est la pleine floraison, on va dire, printemps, etc., on se dit, mais le site est vraiment génial, quoi. Hein, c'est une des raisons, je pense, laquelle, pour la famille Nazar, je pense surtout à Hélène, hein, qui souhaite garder ce site-là parce que c'est vraiment un super endroit à vivre. Ce jardin, vous le fréquentiez ou pas du tout? Très rarement, très rarement. Il y avait une personne qui s'occupait du jardin, quelques fuites d'eau à réparer, une petite pompe à dépanner, ce genre de choses, mais très rarement. D'accord. Et vous fréquentiez la cantine? Oui, ça m'est arrivé. Pas tout le temps, j'étais pas un adepte chaque midi, parce que moi j'avais l'avantage d'habiter on va dire, à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Donc je rentrais le midi. Ça me permettait aussi de faire une coupure.
Mais il m'est arrivé, oui, bon nombre de fois, parce que quelquefois aussi, bah, même si on termine à midi, la panne ne choisit pas toujours ses heures. Donc vous avez une panne à midi 5, vous êtes habillé pour sortir, le gars vous rappelle, on y retourne. Et puis, bon, dans ces cas-là, je restais à la cantine, on déjeunait à 14h, 15h. Après, voilà, c'était... il fallait dépanner, garder la production en route. Est-ce que ça vous arrive la nuit de rêver à Nazar? Ah oui, oui, ça arrive, ça, oui, oui. Oui, oui. Moi, j'ai un souvenir mémorable. C'était un 31 décembre. Ça devait être le 31 décembre 1996, si je ne m'abuse. Et en fait, j'étais de service. C'était donc de service au téléphone. Je me fais appeler. Je venais le 31 décembre, comme beaucoup de monde. Je m'apprêtais, j'étais sorti de la douche, j'étais habillé pour aller faire le repas de fin d'année. Et coup de téléphone, et on m'appelle en me disant voilà, ça marche pas, il faudrait venir tout de suite. En fait, c'était tout le centre de nettoyage des camions citernes, des citernes et des tuyauteries qui étaient en panne. Et un chauffeur de la laiterie était rentré un peu tard de sa tournée. Et pour cause, il faisait, je crois que c'était moins 10 ou moins 12 degrés. Donc les routes gelées, il ne pouvait pas conduire forcément à la même vitesse qu'un autre soir, donc il est rentré en retard. C'est lui qui m'a appelé pour me dire voilà, c'est en panne. Je me suis rendu pour le dépannage et j'ai dû terminer mon dépannage. Il devait être 4h30 du matin. Donc lorsque je suis arrivé à la fête le soir, malheureusement, il n'y avait plus grand monde. Et ça vous... ça Ça, c'est le genre de choses, ouais, ça me revient la nuit. Ouais. il y a des bons souvenirs qui vous reviennent en rêve, enfin, ou des choses, on va dire, moins contrariantes, quoi. Mais ça, au départ, c'est contrariant, oui, parce qu'on le fait, mais après, on en sourit, quoi. Hein, parce que c'était les débuts aussi où j'étais chez Nazar, j'avais pas eu une connaissance très accrue de tous les circuits. Un ancien, par rapport à moi, aurait certainement trouvé la panne plus rapidement. Mais bon, j'ai pas tenu non plus le chauffeur. Je lui ai dit, bah, il faut rentrer parce que vous n'allez pas rester avec moi. Hein, moi, je vais me débrouiller du reste. Et puis, demain matin, il faut que ça reparte. Donc, le chauffeur, pour lui, ça s'est à peu près bien passé. Mais pour moi, effectivement, ça a été un peu plus long. Mais ça forge aussi, hein, ce genre de choses. Donc, c'est sur le coup un mauvais souvenir, mais après, on en rigole. Après, d'autres souvenirs, oui, il y a plein de souvenirs, ou même de rigolades. Au sein du service maintenance, quoi. Une panne qui était toute bête que la personne n'avait pas vue, que voilà, et que finalement il y avait 3 fois rien, quoi. Donc Il y avait des moments de convivialité au sein de l'entreprise, je sais pas, fin d'année. pas réellement. Il y a eu certaines réunions de fête, oui. Dans les vestiaires dans les vestiaires j'oubliais, dans les vestiaires de la laiterie, où il y avait le pot de Noël. Donc tout le monde n'était pas forcément convié, enfin tout le monde était convié, mais tout le monde ne pouvait pas forcément y aller compte tenu des gens qui travaillaient soit en 2-8, en 3-8, et le service maintenance qui était un peu en décalage par rapport à ça. On ne se voyait pas tous, mais on était certainement une bonne cinquantaine à y aller. Mais bon, ça m'est arrivé aussi le pot était à telle heure, et puis ben, on était en train de travailler sur l'outil de production, donc on n'y était pas forcément, quoi.